Donc ce que vous voyez ici sur la photo, c'est ce que nous appelons maintenant nos tapis Biosorb. Ce sont des écorces qui sont mises dans un long tissé à base de lin. C'est un produit qui est 100% naturel. Il repose ici sur la photo sur un tapis, sur des écorces brutes. Quelque part, ça montre l'évolution qu'il y a eu entre 2014 et maintenant. Nous étions partis des écorces brutes et nous sommes maintenant à un produit totalement industriel que nous appelons donc le tapis Biosorb. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que Biosorb? Donc, c'est une technologie qui est 100% naturelle et qui permet de dépolluer les fluides, généralement, mais nous nous focalisons principalement sur les eaux, donc de dépolluer ces fluides des polluants qui le comportent, les polluants pouvant aller des métaux lourds, plomb, cuivre, etc., jusqu'aux molécules organiques, les herbicides ou les pesticides, en passant par les radionucléides tels que l'uranium que nous connaissons bien à Pearl. Donc le principe est simple, on fait passer une eau polluée à travers nos tapis, les écorces captent la pollution et on se retrouve donc avec une eau qui est dépolluée. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec Biosorb? Comme je vous le disais, depuis 2014, donc, nous avons créé un nouveau produit, c'est le tapis Biosorb. Nous avons industrialisé ce produit, donc maintenant on peut dire que l'industrialisation est finie. On sait qu'il nous reste des voies d'amélioration, ce sera que du bénéfice, mais l'industrialisation aujourd'hui est en place. Vous voyez une photo ici de 9000 m² qu'on a produit il y a un mois ou un mois et demi. Ce qu'on observe, ce que je vous montre sur la courbe de droite, c'est l'évolution qu'il y a eu depuis 2014 au niveau de technicité du produit. Donc la courbe représente le pourcentage de cuivre qui est capté en fonction du nombre de volumes d'eau qu'on fait passer dans nos tapis. En violet, c'est ce qu'on obtenait avec les écorces en vrac en 2014. En vert, c'est ce qu'on obtient aujourd'hui. En bleu, c'est une étape intermédiaire de notre développement. Donc on a une amélioration énorme du produit. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette amélioration technique se fait en plus à coût de fabrication constant. Ce qui veut dire que cette amélioration technique se traduit par une amélioration économique qui est extrêmement importante pour notre produit. Donc voilà, on a des résultats labo qui sont excellents. On a déposé 3 brevets sur Biosorb et nous sommes en cours de dépôt d'un 4e brevet. Donc, et puis nous avons donc nos premiers résultats commerciaux depuis quelques temps. Donc je voudrais vous présenter deux cas qui pour nous sont emblématiques des marchés que nous visons. Le premier s'appelle Alteo Gardan, vous en avez peut-être entendu parler, ça a été très médiatisé ces derniers temps. Donc Alteo est une entreprise qui exploite la bauxite pour produire de l'aluminium et qui rejette des quantités absolument colossales de polluants directement dans le parc des Calanques, dans la Méditerranée. Ils rejettent encore aujourd'hui, malgré les efforts qu'ils ont faits, 270 kg par heure d'aluminium, entre autres. Il y a d'autres polluants qu'ils rejettent. Donc on travaille avec eux depuis quelques temps, les résultats labo sont OK, tout est validé. Nous sommes en discussion pour faire des tests pilotes qui sont nécessaires pour dimensionner économiquement une installation en vue ensuite d'une installation réelle et industrielle. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Biosorb est la seule et unique technologie qui est capable de faire ça à un coût raisonnable et acceptable surtout pour l'industriel. Donc un coût acceptable, c'est pour nous un chiffre d'affaires annuel de 1,5 million d'euros à peu près, ce qui pour la taille d'Alteo Gardan et pour le problème qu'il y a est vraiment plus que raisonnable. Le second cas que je voudrais vous présenter, c'est notre client mystère qui ne souhaite pas communiquer sur ces problématiques. Donc il y a 2 problématiques, mais je vais vous parler principalement de la première, qui est la récupération des métaux précieux. Donc il a un problème, c'est que chaque année, il jette 7 kg de palladium dans ses effluents, et ça représente une valeur marchande de 100 000 euros. Le palladium, c'est 15 000 euros du kilo. Donc nous avons travaillé avec lui, et il n'a pas de technologie en fait, qui permet de récupérer le palladium un coût économiquement intéressant. Donc nous avons fait les tests labo avec lui, nous avons démontré que Biosorb était en capacité de récupérer ce palladium. Nous avons programmé des tests pilotes et voilà, qui vont se faire bientôt. Pour situer les choses, donc nous on lui fournirait environ 20 000 euros de Biosorb par an. On devrait mettre 20 000 euros de plus en termes de post-traitement pour récupérer le palladium pris dans le Biosorb. Le tout donc pour récupérer 100 000 euros de métaux précieux. Pour
l'histoire, ce client a également un problème de dépollution et la récupération des métaux précieux devrait lui permettre, enfin, largement même, de financer en fait cette problématique de dépollution. Donc au niveau de la concurrence, Biosorb a quelques concurrents, notamment les résines de synthèse, les charbons actifs et dans certains cas spécifiques, des concurrents, typiquement le GEH dans le cas de l'arsenic. Mais notre concurrent principal, c'est les résines de synthèse. Donc en termes d'efficacité, aujourd'hui, Biosorb est tout à fait comparable à ce qu'obtiennent les résines de synthèse. On a même démontré dans certains cas qu'on était meilleur. En termes de coût, que ce soit pour l'installation ou le fonctionnement, par contre, Biosorb est très nettement moins cher. On n'a pas besoin d'installation gigantesque, c'est une technologie qui est passive, des bassins suffisent. Bon. Et en termes de fonctionnement, on est beaucoup moins cher donc, que les résines. Un autre aspect, une particularité de Biosorb, c'est que c'est un produit qui est 100% naturel, très écologique, donc c'est bien. C'est joli, c'est esthétique, ça peut plaire à certaines personnes, mais il y a aussi un intérêt, c'est que ça veut dire qu'il peut être incinéré. Donc typiquement, et ça c'est une exclusivité en fait qu'a Biosorb par rapport à ces technologies concurrentes. C'est indispensable bien évidemment pour récupérer les métaux précieux, mais ça peut être aussi très appréciable dans le cas de pollution. Si on veut concentrer à un niveau extrême la pollution, on a démontré qu'on peut diviser les volumes par un facteur 100 000. Donc pour vous donner un exemple concret de chiffrage, donc le chiffrage il a été fait par un partenaire qui travaille avec les résines sur le cas de notre client Mystère et sur sa problématique de dépollution. En gros, Biosorb c'est 25 000 € à l'année pour la dépollution, sans installation particulière. Et les résines, c'est chiffré entre 80 et 200 000 € à l'année. Alors c'est une fourchette qui est très large, mais qui dépend en fait des installations et de la complexité des installations à mettre en place. À 80 000 €, il est nécessaire de faire de grosses installations. À 200 000, beaucoup moins, mais par contre, il y a beaucoup plus de services à mettre en place. Voilà, donc les marchés que nous visons, c'est donc, je vous le disais, la dépollution et la récupération de métaux précieux. Par contre, c'est des secteurs d'activité qui sont extrêmement larges, qui vont du monde industriel, toutes les industries polluent, en passant par certains cas naturels, typiquement les anciennes mines d'uranium en Limousin, par exemple, cas qu'on connaît bien avec Areva, Philippe Devos, notre directeur général, ou encore pour des choses accidentelles type Fukushima, nous avons plusieurs tapis Biosorb qui viennent de partir au Japon en vue d'être testés sur les eaux de Fukushima. Si on essaye de dimensionner un petit peu le marché de notre principal concurrent, les résines, aujourd'hui, Europe et US, le marché de vente de résines, c'est 400 millions € par an. Quand on inclut le retraitement, qui est absolument nécessaire à la technologie, on monte au moins à 1,5 milliard € par an. Donc Biosorb sur ce marché, il peut parfaitement pénétrer puisqu'on est tout aussi efficace, tout en étant beaucoup moins cher et qu'en plus on a cet aspect écologique. Chose importante aussi, c'est que vu les coûts qu'on est capable de pratiquer, on peut étendre ce marché. Typiquement pour notre client Mystère, lui refusait en fait de partir avec les résines parce que c'était trop cher. Quand il a eu connaissance de notre technologie, on a fait des tests, ça fonctionne, c'est économiquement viable pour lui et donc il va partir avec nous. Donc le modèle de développement de Pearl, nous avons en gros deux axes de développement. C'est soit on va vers les stations, alors nous ce qu'on appelle stations, c'est les gros volumes d'effluents à traiter, les gros clients. Soit on va vers les cartouches, typiquement ça peut être du particulier, des tout petits systèmes et tout. Nous nous orientons très clairement aujourd'hui vers le modèle station, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple à mettre en place pour nous, beaucoup plus facile à gérer. L'offre Biosorb est une offre de service, la production va être sous-traitée, l'installation également, ou faite par le client. On voit qu'on a des clients qui souhaitent faire eux-mêmes leurs installations. Au niveau des activités historiques, on ne prévoit pas de croissance extraordinaire. Nous allons mettre pour l'instant la R&D de côté, ça coûte très cher la R&D, et pour l'instant nous allons nous focaliser sur ce qui est sur le fait de rentabiliser tous les investissements qui ont été faits sur Biosorb. Malgré tout, ces activités restent fondamentales puisque c'est vraiment l'image de crédibilité et d'excellence
Donc au niveau de notre positionnement, on peut envisager plusieurs scénarios qui vont plus ou moins accélérer notre développement. Notre choix très clair est d'avoir une technologie qui est low cost. On a de la marge de manœuvre par rapport au prix pratiqué par la concurrence. Malgré tout, on va se cantonner à quelque chose de low cost, tout simplement parce que ça nous permet d'avoir un développement plus rapide, d'avoir des marchés plus larges et également de faire une barrière supplémentaire à la concurrence, barrière qui existe déjà de par nos brevets, mais qu'on peut également consolider avec des prix d'ores et déjà low cost. Donc nos besoins de financement, on n'a pas d'investissement lourd à faire. Malgré tout, on a besoin de se doter de quelques pilotes notamment, donc ça doit être des investissements qui sont de l'ordre de 100 kg euros. Et nous allons par contre continuer la structuration de Pearl pour notamment adresser la problématique commerciale. Donc les perspectives financières de l'entreprise, le business plan tel qu'on l'a construit nous amène à 2020 à un chiffre d'affaires d'un peu plus de 3 millions d'euros, correspondant à un EBE d'1 137 000 euros. Nous avons aujourd'hui une dette financière qui est relativement importante, qui vient de toute notre R&D, qu'on a financé notamment par des prêts à l'innovation de la part de BPI et quelques petits prêts bancaires. Et en termes de nombre de salariés, donc nous avons une augmentation normale, mais loin d'être extraordinaire, puisqu'on finit à moins de 15 en 2020. Voilà, les conditions de la levée de fonds. Donc nous vous proposons une valorisation pré-monnaie d'un peu plus de 2 millions d'euros. C'est la valorisation post-monnaie qu'on obtenait en 2014. Donc ça correspond à un prix d'action de 32,50 € comme en 2014. Et nous voulons mettre en place un système d'action gratuite qui serait distribué aux salariés. Donc pour le management, ça permet d'avoir quand même une sacrée carotte pour faire avancer tout le monde. Et donc ce système d'action gratuite se déclencherait à la réalisation d'objectifs économiques sur le BE. 800 kg euros réalisés sur l'exercice 2020 déclencherait la création de 5000 actions et 7500 si le BE était supérieur à 1 million d'euros en 2020. Donc cette levée de fonds faite auprès de Fort Invest a un effet de levier, puisque Dinalim, qui est déjà actionnaire de Pearl, s'est engagé à nous suivre, enfin à vous suivre, à hauteur de 300 000 euros. C'est un fonds de co-investisseur, c'est un co-investisseur public, Dinalim, et donc ça déclenche également une aide à l'innovation de la part de la BPI de l'ordre de 200 000 euros. Concernant la défiscalisation ISF et IRPP, donc les textes aujourd'hui ne sont pas parus de manière définitive. Malgré tout, nos avocats, à la lueur de ce qu'ils ont pu voir et des textes qui existent à l'heure actuelle, Pearl, malgré le fait qu'elle ait plus de 7 ans, rentre dans les cases par rapport à une des clauses des textes qui sont sortis pour la défiscalisation donc ISF et IRPP. Voilà, je vous remercie pour votre attention et Philippe et moi-même nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Tout d'abord, je voudrais vraiment vous présenter mes excuses. J'arrive de Limoges par la route, j'avais pris plus d'1 heure de marge et il y a eu 2 accidents coup sur coup qui m'ont complètement mis dans les choux. Je suis navré. S'il y a des questions, alors présentez-vous pour ceux qui ne se sont pas encore présentés. Oui, bonjour. Antoine Vigneras, avocat fiscaliste, mais j'interviens comme investisseur potentiel. Est-ce que vos produits marchent pour les piscines, par exemple, ou des utilisations grand public? Quand vous parlez de piscine, vous voulez dire par exemple pour faire un filtre piscine. Ouais, à la place du charbon. Ça pourrait éventuellement marcher sur des piscines qui seraient au sel de cuivre, mais en fait, c'est pas vraiment la finalité parce que comment dire, le produit en fait fonctionne comme une résine échangeuse d'ions, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. C'est-à-dire que chimiquement, les métaux vont venir échanger un ion avec un ion libre qui est sur l'un des radicaux de notre structure, et vont venir se fixer dessus d'une manière extrêmement forte. Alors, ça marche essentiellement avec les métaux, il faut bien le dire. Ça marche avec certains métalloïdes, excusez, je prends des termes un peu techniques, mais
l'arsenic, par exemple, qui n'est pas vraiment un métal, mais qui se comporte dans certains cas comme un métal. Mais effectivement, un filtre de piscine, c'est surtout pour nettoyer l'eau, c'est pas du tout ça. En fait, on cherche plutôt à avoir des eaux qui ne sont pas trop chargées en matière en suspension pour éviter de colmater notre produit. Parce qu'en fait, ce qui va attraper, c'est des choses qui sont invisibles et complètement dissoutes dans l'eau, en fait. Est-ce que je réponds à la question? Oui, deux questions. La Caisse des dépôts et consignations s'était penchée avec, favorablement sur votre dossier. Est-ce qu'il y a eu des suites? Ça, c'est la première question. Et d'autre part, est-ce que vous avez pris contact avec l'ANDRA, qui est chargé de dépolluer aussi bien de sites abandonnés, comme par exemple Gif-sur-Yvette, c'est très pollué, ou qui traite aussi de la dépollution de résidus nucléaires de faible activité, style les pointes de paratonnerre, que de fortes, comme le démantèlement de Bonilis, sachant que dans ces cas-là, il y a beaucoup d'eau, c'est un peu la crainte de toute cette structure. Alors, concernant la Caisse des dépôts et consignations, il était question effectivement à un moment donné qu'il rentre au capital. Par contre, c'était des enveloppes qui étaient très largement au-dessus de quelque chose qui était raisonnable pour nous. S'il parlait de 5 millions d'euros il y a plusieurs années, c'était pas raisonnable. Concernant l'ANDRA, on n'a pas pris directement contact avec eux. Il y a eu un appel d'offres qui est sorti il y a quelques temps concernant justement l'étude de technologie en vue du démantèlement. Pour l'instant, on n'a même pas répondu en fait à cet appel d'offres. Je pense qu'on serait parfaitement dans le focus. Malgré tout, on n'y a pas répondu parce que, si vous voulez, c'est quelque chose qui est relativement en amont en fait. Voilà. Nous, pour l'instant, on sait que la technologie marche dans énormément de cas. On a tellement de choses à faire et tellement de clients potentiels qu'on se focalise vraiment maintenant très clairement sur l'efficacité économique. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses à faire avec l'ANDRA malgré tout. Oui, je voudrais rajouter, en fait, pour le moment, on a commencé à contacter des gens, mais c'est relativement récent, parce que si vous avez bien suivi l'histoire, je pense qu'il y a le cas, en fait, les brevets pour les prototypes datent de mi-2015, mais avant d'aller voir quelqu'un comme Théo, puisque vous en avez entendu parler, il faut qu'on soit sûr d'être en maîtrise industrielle du produit, il faut qu'on soit sûr de pouvoir fournir de la matière très rapidement, et il faut qu'on soit sûr de pouvoir, parce que c'est là-dessus qu'on est en train de travailler en ce moment, démarrer des tests pilotes comme ça. Et effectivement, on a commencé les démarches commerciales en même temps qu'on finalisait la mise au point industrielle pour gagner du temps. Bon, il se trouve que la mise au point industrielle s'est très bien passée, puisqu'on a maintenant fabriqué 9000 mètres carrés de produits, ce qui démontre qu'on est capable d'en faire 9 millions de mètres sans problème. Mais, comment dire, on ne pouvait pas aller beaucoup plus vite que la musique, quoi, parce qu'on ne peut pas aller voir même l'ANDRA avec quelque chose de bien précis si on n'est pas capable de répondre. Ce qui est le cas aujourd'hui, par contre. Donc c'est pour ça qu'on est en train d'avancer très vite. Je voulais rajouter une toute petite chose. Quand on parlait de low cost, c'est par comparaison avec, parce qu'il me semble avoir eu quelques froncements de sourcils. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de brader le produit du tout. Je peux vous donner des ordres de grandeur, mais ça sera juste des ordres de grandeur. Un produit qui nous revient à 2 euros, tout compris, y compris les transports, on ne le vend jamais moins de 6. Et c'est vraiment dans des cas très particuliers. Donc, si vous voulez, les marges ne sont pas en jeu. Ce qu'on veut dire, c'est que comme les résines sont sur un marché existant, et qu'on a en face de nous des clients, quand ils utilisent déjà des résines, c'est-à-dire qu'ils ont fait des investissements conséquents avec des pompes, avec tout un matériel qui coûte cher, leur faire changer de technologie sera assez long. Par contre, ce qu'expliquait Sébastien, chez beaucoup de clients qui n'ont pas passé le pas des résines parce que c'est très cher, arriver avec une technologie comme ça qui se positionne de manière beaucoup plus économique, ça fait avancer les choses beaucoup plus vite. Et puis progressivement. Et tout à l'heure, on était en train de vous dire le marché des résines à la vente est de 400 millions d'euros, grosso modo, entre l'Europe et les États-Unis. Ça,
ça, c'est ce qu'on a identifié avec les deux fournisseurs majeurs, qui sont Purolite et Bayer. Il y en a d'autres, en fait, donc le marché est probablement un peu plus important que ça. Mais le 1,5 milliard €, en fait, il faut bien comprendre que les résines, ce sont des matières qui, une fois qu'elles sont chargées en métaux lourds, elles sont régénérées avec des acides, c'est-à-dire qu'on les fait passer dans un vin pour décrocher les métaux lourds et faire une espèce de soupe qui va être polluante d'ailleurs. Et que toute cette régénération demande des investissements, de la manipulation de produits très dangereux, de la pollution annexe. Et c'est ça, les 1,5 milliard €. Parce qu'en fait, la durée de vie d'une résine qui va s'acheter peut-être 6 ou 8 000 € le mètre cube, pour mémoire, notre produit est à 1 000 €, grosso modo. Comme elle va durer 10 ans, cette durée de vie, ça veut dire que pendant 10 ans, on va avoir une accumulation de résines qui vont se régénérer en permanence. Et ça finit par créer un marché d'utilisation des résines qui est très important en regard du marché des ventes pures. Est-ce que c'est clair? C'est pas clair. Oui, bonjour Albert Raymond. Si j'ai bien compris, donc, votre produit est fabriqué à partir de lin et d'écorce. Alors, qu'en est-il de la filière amont? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est structurée? Est-ce que vous avez un approvisionnement qui est stable et qui est déjà opérationnel? Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Oui, alors, effectivement, je n'ai pas commenté la production industrielle. Il y avait à un moment donné le logo de d'Ecotechnilin. Ecotechnilin, c'est une boîte qui est située à côté de Rouen, en plein cœur des champs de lin. En fait, l'industrie du lin en France est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qu'on vend aux Chinois, à l'heure actuelle, du lin. On est parti avec du lin, nous, parce que ça correspond parfaitement bien à l'utilisation qu'on veut faire, notamment la taille de fibres est très bien techniquement. Donc cette industrie, elle existe en France, elle est solide. Ensuite, on peut utiliser d'autres choses que le lin. Parmi les développements qu'on souhaite faire dans le futur, c'est justement tester d'autres fibres, parce que quand je dis lin, déjà, c'est pas du lin, du beau lin qu'on utilise, c'est du déchet de lin. En fait, on valorise les... Alors, il ne faut peut-être pas appeler des écorces des déchets, mais malgré tout, ce sont des sous-produits, et ce qu'on utilise au niveau du lin, c'est de la même manière des sous-produits. Donc, on valorise tous ces sous-produits. La filière existe. Je vais laisser aussi commenter Philippe, parce que c'est son métier, en fait. Il a passé toute sa carrière dans ce domaine-là, et peut-être qu'il a plus de précision à vous donner. Sur le même sujet, est-ce que vous pouvez donner un ordre de grandeur du tonnage, de quantité d'écorce et de lin pour faire 100 000 € de chiffre d'affaires de Biosorb? Je peux le faire, mais je ne l'ai pas dans la tête. Si vous voulez, il faut que... alors, pour faire 100 000 € de chiffre d'affaires, grosso modo, on va dire 100 mètres cubes. 100 mètres cubes représente en gros 100 tonnes, dont 500 tonnes d'écorce à peu près. En gros. 100 tonnes. Oui, c'est ça. Non, attendez, j'ai une ânerie, c'est pas ça. Oui, c'est ça le problème, comme je n'ai pas les chiffres dans la tête directement utilisables. Alors attendez, 100 000 €, ça fait 100 mètres cubes. 100 mètres cubes, ça va faire 200... c'est ça, 200 000 mètres carrés, grosso modo. On va faire comme ça, là, 10 000 mètres carrés, ça fait 50 mètres cubes. 50 mètres cubes, ça fait 50 000 €, donc 100 000 €. Non, c'est ça. Donc ça fait 100 mètres cubes, ça va nous faire grosso modo 20 000 mètres carrés, c'est ça, 20 000 mètres carrés, comme 1 mètre carré c'est en gros 1 kilo, ça fait 20 tonnes, pardon, et donc 10 tonnes d'écorce et 10 tonnes de... Voilà, ça y est. Voilà, c'est ça. Oui, moi j'avais une question sur la fixation de votre prix de vente qui m'a l'air un petit peu bas par rapport justement à la concurrence et avec un delta trop important, surtout que vous avez besoin de financement. Alors, si je peux me permettre. Alors là, je vais répondre parce que c'est un peu à cause de moi, je vais vous dire. C'est un peu... tout d'abord, je voudrais faire remarquer que dans le prévisionnel qu'on vous a donné, il y a par exemple la Théo Gardanne qu'on prévoit en industriel le plus vite
concernant la fixation du prix, si vous voulez, quand on regarde le marché et qu'on s'adresse à le client X, je vais vous donner son exemple tout bête, c'est un client qui fait ce qu'on appelle de la galvanoplastie. C'est-à-dire c'est des gens, vous savez, qui plaquent des métaux, plaquent des choses, et donc ils utilisent des solutions de métaux. Et après, quand ils rincent, ça leur pose plein de problèmes de pollution. Ce sont des gens, parce que c'est le genre de clients qu'on rencontre en ce moment, qui sont très sains financièrement, qui veulent aller le plus loin possible pour des histoires d'image. On ne peut pas vous dire qui c'est, mais enfin, vous imaginez, c'est des gens qui travaillent beaucoup avec des grands noms de la parfumerie, par exemple, des choses comme ça. Par exemple. Ces gens-là sont des gens qui ont une vision des coûts et une manière de s'organiser en termes de coûts qui leur permettent d'approcher par exemple le marché des résines, et on peut, grâce à eux, avoir des idées de coûts bien précis sur combien coûterait le traitement de leurs problèmes avec des résines. D'abord parce qu'ils nous le disent, mais aussi parce qu'on peut revérifier avec nos partenaires. La stratégie pour ce type de client, ça a été de dire, si on veut qu'ils démarrent, puisque les résines pour eux c'est trop cher, il faut leur donner quelque chose qui soit en gros 3 fois moins cher que ce qu'ils ont en phase 2. C'est ça qui... Non. Après, comment dire, quand on met low cost, je pense qu'on a fait une erreur parce qu'on donne une mauvaise image. Il est clair qu'on n'est pas non plus obligé d'avoir le même prix selon les types de marchés. Si vous voulez, il y a certaines applications qui vont demander des très gros volumes et sur lesquels on va pouvoir faire un prix entre guillemets low cost. Enfin, c'est quand même des marges brutes qui se promènent aux alentours de 60 à 70% quand même. Hein. C'est pas suffisant. Si vous voulez aussi, par exemple, ça fait un certain temps qu'on suit le projet Alteo Gardan. Au début, dès qu'on a vu la problématique sortir, on a dimensionné économiquement en fait ce qu'était le projet. C'était mais complètement délirant, complètement délirant. Là, si vous voulez, en cumulant, donc déjà Biosorb, il arrive en fin de traitement. On a mis en place d'autres traitements de l'abattement chimique de la précipitation avant qui nous permettent. Et Biosorb, malgré tout, Alteo serait encore au-dessus des normes et Biosorb peut arriver en termes de dépollution. Très clairement, en fait, ce marché, il n'existe pas si on n'est pas capable de pratiquer des prix bas, tout simplement. Donc, pour gagner Alteo Gardan, par exemple, il faut qu'on ait un tarif qui soit raisonnable. On a dimensionné aussi la technologie, typiquement pour une usine qui s'appelle Saya, qu'on appelle Saya à côté de Limoges. C'est une papeterie. On l'a dimensionné économiquement il y a quelques mois déjà. Maintenant, si on revenait dessus, on pourrait aller les voir quelque part en disant voilà, nous on a une solution pour vous. À l'époque, c'était pas raisonnable, c'était beaucoup trop cher encore. Là, je pense que cet aspect low cost, il a aussi l'intérêt, je ne sais pas si je dois utiliser low cost, mais il a cet intérêt de pouvoir adresser vraiment des énormes marchés que les industriels ne proposeraient pas quelque part si on n'est pas capable d'être agressif sur les prix. Il y a une question ici. Oui, bonjour, je me présente Jean-Claude Roude. Je voudrais être sûr de bien comprendre le contour de votre activité. Et je vous pose donc 2 questions. La première, je comprends que votre développement est fondé sur le Biosorb, mais vous avez d'autres activités, le radon, etc. Alors, à l'horizon 2020 que vous avez pris pour vos projections financières, quelle est la proportion de votre activité qui sera liée au Biosorb et la proportion d'activités qui sont à l'extérieur du Biosorb? Ça, c'est pour comprendre la diversité de l'entreprise sur son marché. La deuxième question, je comprends que vous disposez des brevets pour le Biosorb que vous avez inventé, que vous sous-traitez la fabrication du Biosorb, donc vous n'avez pas d'usine. Et donc votre activité propre, c'est quoi? C'est la commercialisation du Biosorb à des clients qui l'utilisent comme ils le veulent, ou c'est la conception des installations chez le client qui utilise le Biosorb avec une responsabilité vis-à-vis du client, du projet et de son bon fonctionnement à terme.
Ça, c'est pour comprendre votre position par rapport au projet final et les caractéristiques des risques normaux que vous encourez dans l'utilisation du biosorbe. Merci. Quelque part, les deux questions se rejoignent en fait. Philippe détaillera les chiffres en termes de proportion entre les activités historiques et Biosorb. Très clairement, Biosorb, c'est vraiment le cœur de développement économique. Ensuite, les activités historiques, elles sont ultra fondamentales parce que c'est vraiment l'excellence de la société. C'est-à-dire que quand on fait des tests là pour Alteo Garden, ils ne remettent absolument pas en cause nos tests en fait. On est agréé COFRAC, on est etc., etc., etc. On a un labo, il y en a peu des labos comme ça au niveau de la radioactivité en France, on en fait partie. Ces activités, elles sont en passe de devenir rentables. Elles ne l'étaient pas jusqu'à présent, elles sont en passe de le devenir. Et on les conservera parce qu'elles sont fondamentales pour l'image qu'on a. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait effectivement donc là où votre deuxième question rejoint la première, c'est que quand on a une problématique, si vous voulez, typiquement je vous reparle d'Alteo Garden. Alteo Garden, ils avaient une problématique et on leur apporte une solution. La solution, ça a été, on a des compétences et on a imaginé un pré-traitement pour abattre énormément de choses avant d'utiliser même Biosorb. Et ça, c'est parce qu'on a un labo de chimie, parce qu'on a un chimiste très compétent, parce qu'on est capable de faire les mesures, etc., etc., etc. Ensuite, on fait les tests sur Biosorb. Les compétences intrinsèques scientifiques sont malgré tout très importantes et chaque client est un cas particulier. Ça veut dire que quasiment à chaque fois, en fait, on va devoir un peu se tourner les méninges pour savoir quelle solution on met en place, voilà, scientifiquement et économiquement également. Oui, alors, je vais revenir sur les activités historiques dans un premier temps pour l'expliquer. Les trois grosses activités de Pearl historiquement, en fait, c'est tout ce qui tourne autour du contrôle du radon. Vous avez entendu parler, vous savez, c'est un gaz radioactif. Voilà. Le deuxième, c'est le contrôle sanitaire des eaux, où en fait on a des contrats avec des villes comme la ville de Limoges, mais aussi maintenant on est en train de s'étendre un peu partout pour contrôler, faire des analyses dans les eaux, alors sur tout ce qui concerne les éléments radioactifs, parce que ça fait partie les laboratoires des villes en général ne savent pas le faire. Et la troisième activité, c'est une activité de ce qu'on appelle de l'expertise sur la radioactivité naturelle. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a un problème de réhabilitation dans un terrain, il suspecte d'avoir qu'il ait pu y avoir reprenez, vous avez peut-être entendu parler de la fameuse maison à Bessines, vous savez, qui avait eu des problèmes, c'est nous qui avons été faire les expertises dessus. Il faut comprendre que ces marchés ne sont pas des marchés gigantesques. Vous prenez le radon, par exemple, c'est un marché qui représente en gros entre 400 et 600 000 euros par an pour toute la France, sur lesquels en fait il y a deux acteurs qui sont capables de fabriquer et de fournir des films, enfin des détecteurs, il y a nous et notre concurrent. Bon, pour la petite histoire, depuis mi-2014, on a quadruplé notre chiffre d'affaires, pratiquement. Non, je dis des bêtises, triplé notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on est en train de progresser très fortement sur ce marché-là. Mais comme c'est un marché petit, une fois qu'on sera arrivé à 30 ou 40% du marché, il ne faut pas espérer qu'on va l'exploser, parce qu'on ne va pas inventer des contrôles de radon qui n'existent pas. C'est pourquoi, en 2020, les chiffres qu'on vous présente, les activités, et puis pour les deux autres activités, c'est pareil, c'est pas des marchés qui se développent du tout. Donc on va progresser dessus, on les rend rentables, mais en 2020, on aura un chiffre d'affaires qui sera aux alentours de 25% sur ces activités historiques, le reste étant l'activité qu'on est en train de développer. Par contre, ne vous y trompez pas. Aujourd'hui, on démarre avec un type de produit qui est essentiellement le produit vert biodégradable, qui a la bonne image pour aller justement typiquement dépolluer Alteo Garden, etc. On a plein d'autres projets sur le même principe, avec d'autres applications qui aujourd'hui alors, je ne peux pas vous les dire parce que, comment vous dire, il y a des choses dont on ne veut pas parler trop vite.
Mais à partir de cette idée de technologie, à partir de ces brevets, il y a moyen de développer d'autres produits qui ne sont plus forcément biodégradables pour des applications dont on ne parle pas aujourd'hui. Voilà. Donc ça veut dire que le produit, ça ne va pas être un monoproduit avec un monomarché, c'est quelque chose qui va vraiment s'étendre et qui va se développer dans plusieurs directions. Une question ici, parmi les dernières questions, parce qu'on a bientôt terminé et dépassé le temps. Oui, Gérard Vorin. Je voudrais savoir, dans le cas de l'aluminium, là, quel est le montant des infrastructures qui vont devoir être réalisées pour que votre produit puisse être mis en œuvre? Parce que je pense que c'est un point important. Eh ben, c'est justement un des énormes avantages qu'on a. C'est que les investissements pour utiliser le biosorbe, si vous avez bien regardé, en fait, il suffit d'avoir des bassins, de dérouler les tapis dedans et de faire percoler l'eau à travers. Il n'y a pas besoin de pompe, il n'y a pas besoin de traitement d'acide, il n'y a pas besoin de maintenance. C'est quelque chose de passif. Et donc, en termes de mise en œuvre, c'est vraiment beaucoup moins cher que ce qu'il y a à côté. Si vous voulez, si vous prenez une installation en résine, par exemple, parce que c'est une des choses qu'ils ont envisagées là-bas à Alteo, il va y avoir au moins 2 ou 3 millions d'euros d'investissement pour pouvoir monter des colonnes avec des pompes, avec des services, avec toute une organisation de maintenance autour, plus des problèmes de sécurité parce qu'il faudra manipuler des grosses quantités d'acide fort. Enfin, il y a plein de choses que notre solution évite complètement. Écoutez, je ne peux pas vous dire un truc, mais ça va se compter en centaines de milliers d'euros, là où les autres vont être en millions d'euros. Voilà, ça par contre c'est une certitude. Une dernière question ici. Oui. Est-ce qu'à terme, vous n'avez pas un conflit d'intérêt entre votre métier d'expertise et votre métier de prescripteur et de vendeur de solutions? Parce que là, ce serait difficile de vous prêter vraiment le flanc. Tout à fait, mais c'est quelque chose auquel déjà on fait extrêmement attention. Typiquement, dans le cas du radon, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la mesure. Il y a des gens qui nous téléphonent et qui nous disent « Oui, mais ok, donc là, maintenant, on dépasse, qu'est-ce qu'on fait ?» Et on les renvoie vers d'autres personnes, on ne traite pas le problème. Dans le cas de Biosorbe, on ne serait pas forcément... Nous, notre expertise, elle est au niveau de la radioactivité naturelle. Elle est quand même bien spécifique. Biosorbe, qui traite beaucoup de choses. On n'est pas du tout limité à la radioactivité naturelle. Il se trouve que si on peut être en conflit à un moment donné, c'est avec, par exemple, Areva. Certains peut-être avaient vu la présentation 2014, on parlait beaucoup d'Areva. Petit à petit, on se sépare, on est moins lié, disons, à Areva. Malgré tout, on reste avec eux. On aimerait bien les avoir comme clients. On leur a démontré en fait que notre techno était moins cher et bien meilleur que la leur. Que ce qu'ils utilisent à l'heure actuelle. Pour l'instant, on n'a pas signé de contrat, mais on espère l'avoir. Avec eux, typiquement, oui, effectivement, on fait par exemple de l'expertise sur leur site, et ben, là, on est aussi en capacité de leur amener une réelle solution de traitement. Bon. Alors, je m'excuse, on va devoir interrompre ces échanges. On a dépassé le timing et on va se laisser quelques minutes entre adhérents pour un temps d'échange entre nous avant de passer au prochain dossier. Je me permets de vous rendre la solution. Ah, le tapis, pardon. Alors, on va le garder encore quelques instants. On peut le garder s'il n'y a pas de... Bon, ben alors dans ces cas-là, Dodo. Mais autrement, chez Foravel, j'ai laissé quelques plaquettes avec quelques échantillons. Ah, je les avais laissées. J'avais vu les plaquettes, mais pas les échantillons. Bon, alors Gilles, on en a. On en a à Foravel, donc tout va bien. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup et à très vite. On échange évidemment de manière quasi quotidienne en ce moment entre nous. Merci encore. Donc voilà, on a quelques minutes pour un temps d'échange entre nous, le temps de faire entrer le
société Ma Forêt, Olivier Forçant en particulier. Si vous avez une ou deux questions, commentaires que vous voulez partager, n'hésitez pas. Christian, est-ce que tu veux dire un mot donc Christian Boutillon, l'instructeur. On a pas mal travaillé ces temps-ci, si vous voulez, d'abord sur des principes en disant la valorisation de Pearl, pour l'instant, elle est la même. Il n'y a pas eu d'augmentation de la valeur de la société par rapport à 2014, donc le prix d'action est le même qu'en 2014. Ouais, ils ont essayé tout de même. Comment? Ils ont essayé tout de même. Christian résume en disant on a pas mal travaillé, oui, on a beaucoup travaillé, mais Claude Guérard... Merci Claude. Parce que moi je ne suis pas du tout financier. Et ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il nous semblait essentiel dans cette petite équipe d'intéresser les salariés. Et je dis bien les salariés, qu'ils soient salariés dirigeants, salariés d'origine historique, je pense à Anne, dont on a présenté tout à l'heure. Mais en revanche, je suis désolé, j'étais personnellement allergique à ce que les historiques, les fondateurs, soient favorisés éventuellement dans un développement, dans des résultats ultérieurs. Pourquoi? Ils ont été très favorisés, à mon avis, quand on a fait l'augmentation de capital en 2014, puisqu'ils ont eu, si vous avez remarqué, de 27 euros, il y a eu une prime d'émission de 27 euros sur les 32,5, et j'estimais que, comme ils sont à la retraite, comme ceci, cela, ils ont été très favorisés à cette époque-là, qu'il n'y avait aucune raison de les favoriser maintenant. Donc c'est pour ça qu'on a tenu ce côté-là. Et l'intéressement qu'on veut faire pour les salariés, si vous avez remarqué, vous obtenez vos objectifs, vous tenez vos objectifs de 800 000 euros de BE, et bien moyennant quoi, vous aurez, vous salariés, 5% d'actions gratuites. Vous tenez 1 million de BE, et bien vous aurez 7% d'actions gratuites. Voilà la politique que nous avons voulu mener. On pense que c'est une politique qui est dynamique, si vous voulez, et incitative pour les salariés. C'est le résultat de nombreux échanges et d'une intense implication de Christian et Claude Guérard. Et une petite précision sur ce qui s'est dit sur l'éligibilité fiscale de l'entreprise. J'anticipe peut-être une question. Évidemment, ça nous tient à cœur. On y travaille étroitement. On est en contact avec Fidal, qu'on connaît bien par ailleurs, mais qui conseille la société, qui à ce stade nous a remis un certain nombre d'éléments que l'on juge peu suffisants. C'est-à-dire qu'on demande à Fidal de s'engager en responsabilité sur l'éligibilité fiscale de l'entreprise. Mais les échanges sont en cours. Évidemment, on vous tiendra informé en temps réel. J'avais vu une question par ici. Monsieur Maigret. Quel est le montant de l'appel de fonds et est-il ouvert à de nouveaux actionnaires ou seulement à ceux qui le sont déjà? Merci de la question. J'ai raté un bout de la présentation. Je pensais que ça avait été dit, mais en tout cas, Oui, l'augmentation de capital que nous envisageons pour Forinvest est de l'ordre de 400 000 euros théoriquement maximum. En revanche, l'augmentation de capital sera supérieure. Vous avez vu, si vous vous souvenez, dans la première augmentation de capital en 2014, WICID, dont on a d'ailleurs implicitement parlé ce matin dans les relations que Forinvest a avec des partenaires financiers envisageables. Comment tu appelles ça, des crowdfunding, des trucs comme ça. Plateforme de financement participatif, crowdfunding. Voilà. WICID, qui était initialement qui a investi 100 000 euros, il y aura une place qui va lui être réservée, qui pourrait être de l'ordre de 100 000 euros. Je ne pense pas qu'elle soit atteinte d'ailleurs. Et le contrat, l'accord qu'on a avec Dinalim, qui est le fonds régional, a voté, a accepté le principe d'être égal avec Forinvest jusqu'à 300 000 euros, mais de se limiter à 300 000 euros. Voilà. Monsieur Darcourt. Dans quelle mesure les enjeux de cette entreprise concernent-ils la filière bois? Par les écorces, c'est la valorisation des écorces. La valorisation des écorces. C'est uniquement la valorisation des écorces. Je te fais sûr. Je ne peux pas du tout dire quel sera l'avenir de Pearl dans 10 ans ou dans 20 ans, mais le marché est absolument colossal. Nous avons actuellement déjà des tests qui ont été faits et des boulots qui ont été envoyés de Biosorb au Japon pour faire des tests. Je ne vous en dis pas plus. Je suis incapable de vous dire si ça sera
500 tonnes, 1000 tonnes ou 1 million de tonnes. Mais le marché mondial est colossal de ce côté-là, si vous voulez. Et on verra l'avenir. Hein. Ce sont des écorces de feuilles? Non, de résineux. Pas de résine. Pas de... Excusez-moi. Pas de tanin. Dernier commentaire? Oui. Oui, j'ai toujours pas compris. Il y avait une question qui était quel est le modèle économique effectivement de Pearl. Donc Pearl a un partenaire qui va fabriquer pour lui le matériau. Donc qu'est-ce qu'il vend finalement Pearl? J'ai pas compris. Il vend une technologie, si vous voulez. Il a mis au point ce tissu imprégné d'écorce qu'il sous-traite dans une entreprise industrielle, mais qui lui appartient complètement en propriété industrielle. Et moyennant quoi, après, il est laboratoire de recherche et au niveau des entreprises pour leur proposer une prestation et une solution à leurs problèmes. Oui, il achète quand même, il achète les produits à son sous-traitant, il prend un risque. Ça, c'est quand même. Oui. Si. Il est obligé de lui acheter, c'est pas le sous-traitant qui vend directement. Non, mais ça, c'est assez classique. Ils ont un produit, ils le font faire. Ils sous-traitent le produit, c'est cette fonction. Dans la fonction technologique, ça fait son achat-revente. Le process leur appartient, la valeur leur appartient, seulement ils font fabriquer dans une région où il y a un peu plus de... Non, mais dans une analyse fonctionnelle, ça fait un élément d'activité et de profit. Ils pourraient très bien licencier leur brevet à quelqu'un qui prendrait le... Je pense que dans certains pays étrangers, c'est ce qu'ils feront. C'est ce qui va se passer, oui. Mais la valeur, c'est pas la fabrication, la valeur est justement dans la commercialisation et dans le développement du service. Est-ce qu'on peut avoir une indication sur la situation du bilan de l'entreprise au 31 décembre 2015, donc avant l'augmentation de capital? Alors, je dirais essentiellement, quelle est sa situation nette après l'exercice 2015 et quel est son niveau d'endettement? C'est complètement dans le, dans le service intranet que nous avons mis en place. Tout ça est à disposition. Et tous les éléments sont à disposition dans le service intranet. L'entreprise, pour l'instant, n'a pas de difficultés financières, si vous voulez. Elle a encore une trésorerie de 200 ou 300 000 euros. La BPI, elle a une réserve de 200 ou 300 000 euros à la BPI et elle a la possibilité, s'il le fallait, de trouver un partenaire industriel qui peut s'y intéresser. Personnellement, vous représentant, il me semblait que ce n'était pas souhaitable dans l'intérêt de Florinvest et qu'il était préférable d'envisager une augmentation de capital, compte tenu de ce que j'en ressens, je m'excuse de parler pour moi, mais de son potentiel qui me paraît être considérable, compte tenu que maintenant les premières commandes arrivent. Alteo Gardan est éminemment positif et soutenu. On a le soutien énorme du ministère de l'Environnement et du député de la région qui est en plus les Verts, mais qui est très très sensible, si vous voulez, et qui fera tout ce qu'il pourra pour que ça avance, parce que les milliers de tonnes qui sont épandues en bas des calanques de cassis, c'est quand même un réel problème. Et maintenant, le ministère de l'Environnement est absolument convaincu que notre process peut résoudre à long terme ce phénomène. Donc, on a quand même des éléments très positifs. On a d'autres entreprises qu'on a contactées. On a un devoir, alors j'ai un devoir, bien sûr, d'être prudent dans mes propos, si vous voulez, parce qu'il y a une confidentialité qui est absolument évidente, mais avec une entreprise qui est une entreprise mondiale dans son domaine, ça peut envisager... les contacts qu'on a vont sans doute changer un process complet de fabrication parce qu'un problème de dépollution sera résolu.